Bonjour à tous et bienvenue dans cette intro très rapide, très rapide d'introduction pour ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un Bat Talk qui sera consacré aujourd'hui à The Flash. Et oui, The Flash, nouveau film DC Comics Warner Bros. Au cinéma. On l'a vu, on avait envie de vous en parler dans ce podcast. Alors, podcast qui sera divisé en deux parties, avec une partie sans spoiler, assez rapide et puis une partie un peu plus, dans le détail où on reviendra avec quelques spoilers. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous pouvez faire votre première partie et vous reviendrez plus tard pour, écouter la partie spoiler. En tout cas, c'est un conseil que je vous donne et puis pour les autres, eh bien, on est parti pour, 1 heure de podcast ensemble pour parler de The Flash, et donc moi, c'est Nico, bien sûr, et je suis accompagné de 3 autres membres de la team Batman Legend avec Siegfried, Hello à tous. mais aussi, Benoît, Wouhou! Salut! mais également Bruno. Salut Bruno. Hello. Et voilà, nous sommes réunis dans ce jour funeste pour parler. Non, je plaisante bien entendu. Attention, attention, certaines choses vont vous étonner dans ce podcast, je vous préviens. Donc, pour faire une petite présentation du projet, alors effectivement, le film The Flash, réalisé par Andy Muschietti et Christina Hodson, donc avec Ezra Miller, Sacha Kal, Michael Shannon ou encore Michael Keaton. Donc le film consacré au personnage de Flash dans l'univers d'ici au cinéma, donc Flash qu'on a déjà vu dans d'autres films de super-héros auparavant. On l'a par exemple vu dans Batman vs Superman, très petite apparition, et dans Justice League, et puis du coup un film qui lui est consacré. Alors c'est un film qui a eu une production un petit peu chaotique, il faut le dire, parce que ça fait plus de 15 ans qu'il est en train d'être travaillé, retravaillé, retravaillé, et puis retravaillé, ce qui va certainement aussi expliquer quelques petits défauts du film. Mais voilà un petit peu pour la présentation que je vous ferai de ce film. Alors, si vous voulez le synopsis, je peux vous le faire rapidement. C'est des réalités s'affrontent dans The Flash lorsque Barry se sert de ses super pouvoirs pour remonter le temps et modifier son passé. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Mais ses efforts pour sauver sa famille ne sont pas sans conséquences sur l'avenir et Barry se retrouve prise au piège d'une réalité où le général Zod est de retour. Bon, grosso modo, voilà un petit peu le synopsis du film. Est-ce que j'ai oublié quelques éléments? Vous voulez rajouter quelque chose sur la présentation globale du projet? Non, Non? c'est Bon, un bon bah, très bien, résumé. j'ai bien fait mon travail. Du coup, on va commencer ce petit tour de table avec une petit avis général, de la team. Tiens, je vais commencer avec toi, Siegfried. Qu'as-tu pensé de ce film de manière générale? Sans spoiler, hein, je précise toujours, pour cette partie. Je dirais que si on regarde le film, sans pression, sans attente, c'est-à-dire sans penser à toutes les affaires autour d'Ezra Miller, à la Alors place attends, d'un attends, DC petite dans précision, quand tu dis sans pression, c'est sans pression, la bière ou sans pression, le stress? Blonde ou alors, brune? sans pression de stress, mais peut-être avec de la pression de bière pour mieux apprécier. Mais voilà. En fait, le gros problème de The Flash, en fait, c'est qu'il cristallise énormément d'attentes et de pression parce que c'est le film qui est supposé mettre fin au DCU, avant que James Gunn redémarre l'univers. Du coup, on s'attend à plein de choses, on nous a annoncé plein de caméos, donc du coup, on s'attend aussi à un film de fou. C'est un film qui a une place très compliquée parce qu'il y a eu beaucoup de déboires autour de l'acteur Ezra Miller. On pensait même que le film ne verrait jamais le jour à cause de tout ce qu'il a de ses problèmes légaux. Enfin voilà, c'est en plus le film, comme tu dis, est en development hell depuis au moins 6 ou 7 ans, même si le projet, est encore antérieur. Il y a une quinzaine de scénaristes qui sont passés dessus, y compris Grant Morrison et Ezra Miller lui-même. Enfin voilà, ça a été une catastrophe sans nom. Donc si on essaye d'oublier tout ça, de mettre tout ça de côté pour juste regarder le film en tant qu'objet filmique, ça reste un divertissement que je trouve potable, relativement généreux, parce qu'il y a quand même énormément de choses qui se passent dans le film, avec un réalisateur qui prend son temps sans non plus que ça soit long. C'est un film qui se regarde un peu tout seul, alors qu'il dure à peu près 2 heures et demie. Mais à aucun moment on ne sent réellement le temps long, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Donc c'est quand même plutôt des qualités, avec, comme je dis, beaucoup de péripéties, beaucoup de personnages qui se digèrent plutôt bien, même si le film, dans son ensemble, il manque clairement de thèmes assumés, il manque de direction forte. C'est un c'est pas le Frankenstein annoncé par beaucoup, c'est pas du tout une catastrophe, c'est juste un divertissement moyen qui reste infiniment supérieur à No Way Home, pour le comparer à un autre film de multivers récent qui était pour le coup un pur produit marketing, alors que The Flash a l'avantage d'être un film qui a quand même du cœur, mais ça reste un divertissement à côté duquel on peut très bien passer.
mais qu'on peut quand même regarder sans trop de déplaisir. Voilà, encore une fois, à partir du moment où on met de côté tous ces enjeux, parce que si on en reparle, et on en reparlera plus tard dans le podcast, là, le film peut être vraiment très décevant. OK, Benoît, pour ta part, qu'en as-tu pensé? Alors moi, je suis à l'inverse de ce que Siegfried vient de dire. J'ai, pas du tout aimé le film. Voilà, je trouve que, même comparé à No Way Home, comme disait, Siegfried, il y a beaucoup de choses, on en reparlera plus tard en développement, mais, il y a un gros problème avec ce film, voilà, au niveau de sa conception, de ses années de réflexion ou de déréflexion, mais non, non, il y a un très, très gros problème, au niveau de tous les sous-textes possibles et imaginables, de sa conception, de la représentation, du visuel, du scénario, je pense qu'il doit rester, peut-être 2 blagues à sauver. Voilà, 2 blagues à sauver et il est même Sur 2 pas temps, pour Philippe. moi voilà, il est même pas nostalgique comme pouvait pour moi l'être No Way Home où, mine de rien, on le voit dans la bande annonce, hein, le Bad Keaton et Supergirl et le film est conçu comme ça, il fallait pas les montrer. Mais le problème, c'est en fait Ezra Miller qui a, cristallisé tout ça et qui a été ils ont été obligés de montrer les caméos qu'ils devaient pas montrer au départ, parce que le film est construit comme ça. Dans les scènes où on découvre le Bad Keaton et Supergirl, on sait ça pourrait être un étonnement. Mais là, du coup, tout est dévoilé, tout en regardant la bande annonce, on a pratiquement l'ensemble du film. Donc non, voilà, moi, je suis largement passé à côté et à la vitesse de la lumière. Oh. Waouh! Alors c'était comment dire? Mince, une baseline que je n'attendais pas. Bruno, pour toi, du coup, tu es plutôt, côté, Siegfried, côté, Benoît. Quel est ton Ah, avis sur la question? moi, je suis team Benoît, hein, et c'est pas à cause de Marseille, mais non, je m'attendais à beaucoup, donc j'ai essayé d'être mesuré, mais dans l'ensemble, je suis très déçu. Je suis même très énervé par certains points. Je rejoins pas trop l'analyse de la comparaison avec No Way Home, parce que moi, j'avais bien aimé No Way Home. Le problème, c'est que, enfin, de mon point de vue, on peut pas trop les comparer, même si DC a forcé la comparaison et de façon inévitable, parce que autant il était cohérent et logique que No Way Home parle des réalités parallèles, autant c'est pas le propos de The Flash. Ils l'ont ramené d'une certaine façon, mais le propos de The Flash, c'est pas une réalité parallèle. C'est les conséquences de modifier le passé. C'est quelque chose de complètement différent. Donc là déjà, je trouve que ça a été très mal traité et que de ce point de vue, c'est bancal. Moi, ce que je trouve le plus bancal dans ce film, c'est que il hésite complètement entre deux styles, qui sont d'une part la farce, mais quand je dis la farce, c'est le gag global. On pourra y revenir tout à l'heure. Je pense que ceux qui ont vu le film, et en particulier vous trois, vous savez à quoi je pense. Mais aussi sur d'autres scènes. Et la vraie tragédie. Parce qu'il y a des moments tragiques dans ce Flash, qui sont pas mauvais d'ailleurs, qui sont plutôt bien exploités. Mais au final, mélanger tout ça dans une espèce de sauce où on se dit, ben, chacun va en avoir un peu pour son argent, on va rigoler, on va faire du grand spectacle, on va un peu pleurer. Mais c'est tellement mal construit et c'est tellement pas subtil qu'au final, je trouve que c'est un film qui ne sert à rien. Il n'est pas totalement à jeter, mais il sert à rien. OK, ouais, vas-y Benoît, tu veux Ouais. intervenir? Non, je dis c'est abrupt, quoi. C'est ça tranche. Et toi, qu'est-ce que tu en as Ça tranche, pensé? mais c'est pas mal. Beh, justement, tu vois, moi, je serais plutôt mesuré aussi, un peu comme Siegfried. C'est-à-dire que, heu, en fait, il y a eu, moi, j'ai au final connu plusieurs phases dans l'attente du film. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit: «Je suis plutôt hypé, le concept de Flashpoint, pourquoi pas? Voir ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer, même si c'est différent». Je me bon, on entendait déjà les rumeurs qu'il y aurait des Batman qui seraient là, et cetera, et cetera. Bon, du coup, la hype est pas mal montée. Puis,
au fur et à mesure, les différentes productions, l'expérience m'a, aussi, amené à me dire: «Bon, ce genre de projet qui est retravaillé, re-retravaillé, puis re-re-retravaillé et cetera, ça finit toujours mal». J'en veux pour preuve, Suicide Squad ou, Justice League. Donc du coup, je me suis dit: «Bon, peut-être» ça a commencé à calmer un petit peu mes ardeurs et puis ma hype s'est transformée en crainte. Ce qui fait que, au final, je suis, allé voir le film dans un état, sans pression, comme dirait Siegfried, dans le sens, j'en attendais plus grand chose, en fin de compte. Et le fait que j'ai placé ce curseur-là, à ce niveau-là, fait que j'ai pas eu la grosse dose de déception que j'aurais pu avoir si j'arrivais dans la salle avec une grosse hype. Et du coup, j'ai essayé de voir un petit peu ce qui était, présenté dans le film avec détachement, la plupart du temps. Je pense, su apprécier les quelques scènes, quelques dialogues, qui peuvent te prêter à sourire, même certains gags au final qui sont parfois grotesques, mais qui parfois font quand même rire. Enfin ou en tout cas, m'ont fait lâcher un petit sourire, au minimum et du coup, je peux pas dire que tu passes forcément un mauvais moment. En tout cas, moi, j'ai pas forcément passé un mauvais moment. Après de là à dire que c'est le film de l'année, j'irai pas jusque-là. Hem, donc heu c'est voilà, c'est pas Interstellar, on est d'accord. Mais mais j'ai plutôt, passé un bon moment quand même dans l'ensemble et du coup, ça fait que je reste plutôt, d'ailleurs, j'avais fait un sondage Mmh. sur Battle Legends, sur nos réseaux sociaux, pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il en ressortait. Parce qu'effectivement, sur internet, le problème, c'est qu'on va voir que, les côtés négatifs dans les personnes qui vont s'exprimer sur les réseaux et cetera. C'est beaucoup de négatifs qui ressort, plus que le positif et surtout, le la majorité, qu'on n'entend pas, généralement, donc du coup, je me suis dit: «Je vais faire des sondages sur nos réseaux sociaux». Résultat du sondage, il y a à peu près une centaine de votants. Résultat du sondage, du coup, j'avais mis: «C'est trop bien, c'est pas mal, c'est nul». En gros, j'avais dit: «Nous préparons un podcast sur le sujet de film The Flash, alors dites-nous, est-ce que vous avez aimé le film?» Et du coup, j'avais mis 4 réponses: «Oui, c'était trop bien», «C'était pas mal», «C'était nul» ou «The quoi». Et du coup, résultat du sondage, on est sur, 18 «Oui, c'était trop bien». D'accord. On est sur 45 «C'était pas mal», donc la majorité quand même. On a élu des présidents pour, moins que ça. C sur «C'était nul» et puis, 18 sur, «The quoi». Ce qui veut dire que grosso modo, on est à peu près sur 55-60 de positifs et 45, à peu près de 40-45 de plutôt négatifs ou n'a pas vu le film. Donc du coup, il y a quand même un avis plutôt général qui s'en détache. Alors que pourtant, les notes, qu'on peut revoir par exemple, alors je prends les notes d'Allociné, il fallait bien choisir un système de notation, en ligne. Du coup, les notes d'Allociné, la presse lui, donne 2,4 sur 5 et les spectateurs 3. Donc on est loin de l'échec industriel qu'on nous annonçait ou qu'on pouvait attendre et on est très loin de la très grande réussite aussi, du coup. Et du coup, par rapport au sondage, je dirais quand même que, on est quand même sur quelque chose d'assez positif, au final. Je renote aussi, quelques messages qu'on a eus, sur Facebook. Il y a Jérôme, Batback qui nous dit: «Film vu et adoré». Donc il a adoré le film. Et par contre, on a Max, Wadoux qui nous dit, «Un rendez-vous manqué». Donc non, non, clairement, il y a vraiment, pas d'unanimité sur ce film. Et on le Par retrouve, c'est contre marrant, parce qu'on le retrouve ce soir avec, 2 personnes, qui sont plutôt positives et 2 personnes qui sont plutôt négatives et je pense qu'il y a eu un bruit, c'est mon, ordinateur. Heu, par contre, voilà, du coup, je coupe. Ouais. s'il a dit qu'il avait un rendez-vous manqué, il faut lui dire qu'il y a plus de séances. Voilà, hein, à plusieurs heures Je différentes qu'il peut aller le peux voir. alors attends, je vais répondre de ce pas au commentaire Facebook. Le gars non. Mais non, non, effectivement, je pense que, lui aussi attendait peut-être beaucoup du retour de Keaton, du retour de Ben Affleck en Batman, de cette arrivée-là de The Flash et
une inspiration Flashpoint. On en parlera peut-être plus en détail après. Justement, avant de finir cette partie spoiler, j'aimerais qu'on donne une petite note, nous aussi. Je vous ai donné un peu les notes générales sur internet, notamment sur Allociné, et les avis qu'on a récoltés sur les réseaux sociaux. Mais tiens, Siegfried, une note sur 10, toi, sur le film, tu mettrais combien? 6. 6, ouais, 6,25 c'est à la la note que je rigueur, mettrais. à peu près, ouais. Non, 6, c'est bien. Non, mais sans mettre de virgule, moi, enfin, on peut mettre 0,5, mais moi, j'étais plutôt sur 6 aussi. Benoît, toi, tu mettrais combien? Ah, je suis sur un bon 2,5. On n'a pas le droit aux notes négatives, hein. Non, un 2,5 pour, le demi-point, tu sais, c'est comme pour l'école, pour l'encre Pour l'encre, et le papier. l'encre et le papier, 2,5. Et toi, Bruno? Ouais, moi, je monterai jusqu'à 3. 3. Bon, c'est pas mal, on est quoi là? Sur 4? 4,5? Un truc comme ça? 4,5 peut-être? C'est convenable, c'est convenable. Presque la moyenne pour ce film. Du coup, messieurs, alors on a fait une petite introduction, pas de spoiler, on est allé gentiller, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à donner, et notamment sur des choses qui vont, bah, forcément spoiler l'intrigue ou, des éléments, clés. Alors si vous avez pas vu en plus les bandes annonces, autant garder le suspense jusqu'au bout. Et sur ce, les amis, petite musique épique parce que, maintenant, nous, The Flash, quitter tout de suite ce podcast. Euh, on va rentrer donc du coup dans cette zone spoiler. Hop, merci la musique. Voilà, du coup on est dans la zone spoiler, si vous ne le savez pas. Et on va pouvoir lâcher les chevaux. Et j'aimerais qu'on entame directement en parlant peut-être de la prestation de l'acteur principal qui était très attendu, qui était très décrié, qui était beaucoup de choses à la fois. Tiens, Bruno, parle-nous un petit peu d'Ezra Miller, ou des Ezra Miller, parce qu'il y en a plusieurs dans le film. Qu'en as-tu pensé? Plutôt du bien. C'est pas mon acteur préféré, mais il faut lui reconnaître, en dehors, des frasques, extra cinématographiques, hein, il faut lui reconnaître un assez bon talent d'acteur. Oui, il y a Hem, eu quelques soucis de ce côté-là, ouais. ouais, quelques soucis, mais moi je trouve qu'il a une bonne palette, de jeu. Moi, par exemple, j'avais bien aimé, au-delà de l'univers d'ici, j'avais bien aimé sa prestation, dans le premier, et le deuxième volume de la saga des Animaux Fantastiques. Avec ce qu'il fallait, vraiment, il habitait, le côté obscur de son personnage, ce qui tranchait un peu avec ce qu'il montrait d'habitude. Et là, moi, je le trouve que à la fois dans le registre dramatique, quand il y a besoin d'avoir un registre dramatique, il est pas mauvais, et quand tu as besoin de jouer un peu au clown, de façon complètement détachée, bah, je trouve qu'il est pas mauvais non plus. Je pense que en tout cas, le problème que j'ai avec le film, ne vient pas fondamentalement de l'acteur. Perso, c'est pas un acteur que j'aurais choisi moi pour faire le rôle de Barry Allen, heu, mais il remplit le fait le job, quoi. Il le fait plutôt pas mal par rapport à la direction qu'on lui a donnée, ou les directions qu'on lui a données, qui par ailleurs, elles sont discutables. OK. Siegfried, pour toi, aussi, plutôt convaincu par la prestation d'Ezra Miller? Malgré voilà, on va pas forcément venir sur ces fresques, enfin, tous ces frasques, extra, cinéma, mais parce qu'il y en a pas mal. Mais bon. Il y en a pas mal et elles sont complexes effectivement parce qu'on parle à la fois, de grooming, de, soupçons pédophiles, de soupçons de gourous, de violence, de problèmes mentaux. Enfin, il y a tellement de choses en fait que c'est difficile à résumer. C'est assez marrant de voir plein d'articles, y compris la critique de Comics Box sur The Flash par exemple, qui dit juste comme beaucoup: «On ne va pas revenir sur toutes ces histoires parce qu'on devrait, mais en fait c'est tellement long qu'on va pas consacrer 3 paragraphes ou 10 minutes à tous ces problèmes». Mais voilà, c'est pour dire, c'est le problème au point qu'il a été envisagé de retirer The Flash, de ne pas diffuser le film. Mais sinon, si on exclut tout ça, effectivement, bah, Heu, Ezra Miller est tout à fait bon et c'est même une surprise très agréable parce qu'on pouvait l'apprécier plus ou moins en Flash dans les précédents films, mais je pense que jamais on avait été, complètement conquis par sa performance. On se disait: «Bon, ça va, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre, c'était pas particulièrement, flagrant», et beaucoup regrettaient qu'on ne voit pas Grant Gustin à la place, enfin l'acteur qui joue dans The Flash, dans la série Flash, plutôt qu'Ezra Miller parce que Grant Gustin s'était déjà imposé alors qu'Ezra Miller avait quand même un rôle et une écriture qui étaient plutôt fluctuants, et là
là, en l'occurrence, s'impose vraiment parce qu'il joue 2 rôles différents, avec un registre qui est effectivement plutôt varié et finalement, c'est presque, l'acteur l'actrice qui joue le mieux dans le film. Ah oui, parce que remarque importante, je pense qu'on va souvent le genrer au masculin dans ce podcast par habitude et parce que sinon c'est assez compliqué Oui, bien et sûr. je rappelle quand même que l'acteur, il est neutre, donc il exige qu'on enfin, il demande qu'on l'appelle Zaïzen parce qu'il est genré au neutre, donc on va essayer de faire des efforts, mais il est tout à fait possible que des marques du masculin nous échappent, donc on demande quand même le on s'excuse quand même auprès des auditeuristes, mais voilà, ça sera pas c'est pas du tout qu'on conteste son genre, c'est juste que c'est assez difficile Non, non, bien à sûr, faire c'est quand on c'est manque surtout, d'habitude, mais une habitude, oui, oui, voilà, mais ça paraissait utile de le préciser quand même, c'est pas du tout une non, c'est pas du tout tu qu'on fais bien, ouais. refuse qu'on refuse sa transition. Mais voilà, sinon à part ça, c'est quand même une surprise agréable parce que c'est un rôle qui était assez exigeant. Une des choses qu'on pourra pas retirer au film, c'est que le film s'appelle The Flash et c'est effectivement vraiment un film sur The Flash qui raconte de son origin story, mais qui, développe vraiment le personnage, qui en aborde de plusieurs aspects, pas seulement le rapport à la mère, mais aussi le fait d'avoir 2 identités qui sont assez différentes. L'une qui a vécu un drame et qui du coup s'est plongée dans une forme d'autisme, là où l'autre est devenu beaucoup plus extraverti et un petit con et les 2 qui évoluent en parallèle avec avec l'idée que c'est pas toujours la même personne qui a les mêmes pouvoirs, donc la personne qui a l'expérience n'a à un moment plus les pouvoirs. Enfin, il y avait beaucoup de choses assez complexes à jouer, beaucoup de petites nuances et je trouve que, vraiment Ezra Miller s'en sort étonnamment bien tout au long du film et ça fait certainement partie des grandes qualités de The Flash. Pas nombreuses peut-être, mais ça fait partie de ses qualités. Ouais, tout à fait, ouais. Benoît, à toi, du coup, pour Ezra Miller, qu'en as-tu pensé? Bah, écoute, j'ai été aussi agréablement surpris par ça parce que je l'avais jamais trop vu jouer, voilà, peut-être, un peu dans Les Animaux Fantastiques comme disait, Bruno, mais pas plus que ça et on l'a vraiment pas vu dans les autres films quoi, ou à peine et là, bon, c'est vrai que la dualité, le fait qu'ils soient 2, ça permet de voir une palette de jeux différente donc pour ça, je dois avouer que j'ai été agréablement surpris. Voilà. Par contre après je ne comprends toujours pas comment il court. Mais après voilà, c'est le seul truc que je je la direction prise là-dessus, je sais pas. Il fait du patin à glace ou je bah, bon bref voilà. Ouais, c'est un effet spécial, on y reviendra sur les effets spéciaux. Heu, Non, non, c'est non, vraiment non, la façon dont effectivement, il court comme ça là. ouais, C'est ouais, vrai ouais. Alors je je crois que comprends pas. j'avais Ouais, vu ouais, non, mais qu'effectivement, il s'était inspiré du patin à glace parce que c'est la manière de Voilà. bouger la plus aérodynamique, donc c'est logique. Mais effectivement, comme ça fait bizarre dans le film, ça n'aurait pas coûté grand chose de rajouter quelques lignes de dialogue ou une scène où on le voit s'entraîner pour, adopter différentes poses et justifier ça auprès du spectateur parce que là, effectivement, on le voit juste le faire ça d'emblée, sans passer par, l'explication auprès du public et ça fait juste bizarre. Alors que l'expliquer, ben, ça C'est ça. aurait rendu ça beaucoup plus acceptable. C'est un peu un geste manqué de leur part, ouais. Pour rebondir sur ouais, cette ouais, c'est remarque, mmh, je trouve que ce qui est paradoxal aussi et de ce point de vue, je pense particulièrement raté dans le film, c'est qu'on est sur une logique cinématographique, donc sur de l'animation et que ce genre de considération passe moins bien paradoxalement au cinéma que dans le comics, qui est un médium statique et ça m'a choqué. ouais. Ouais, Mais ouais. après, c'est vrai que c'est souvent compliqué, je trouve, ils ont souvent des difficultés à représenter la vitesse ou, les personnages qui vont vite, qui courent vite et cetera, dans ce genre de dynamisme à l'écran, c'est un peu pareil sur d'autres personnages, de ce style-là. Alors, Forrest Gump mis à part, mais mais sinon, non, mais sinon, c'est vrai que, c'est plutôt difficile, j'ai l'impression, de représenter ça à l'écran. Bon, là, ils prennent le parti, effectivement, de représenter ça, de façon, moi, je trouve que quand même, la Speed Force, par moment, elle est plutôt bien représentée. Alors, quand je dis Speed Force, c'est, notamment les 1res scènes, quand tu le vois démarrer, et cetera. La première de 1/2 heure, je la trouve bien pas mal, au final, jusqu'à l'arrivée, peut-être des bébés. Mais je trouve que quand il commence à courir, quand il rentre en mode vitesse et tout, je trouve que c'est pas mal. Après, la partie par contre avec comment, je sais pas si c'est du coup vraiment Speed Force, mais il y a un autre nom, je l'ai plus là, mais quand il rentre dans la bulle de où il remonte le temps et cetera, enfin, là, voilà non quoi, c'est plus possible, on est d'accord. Mais sinon, Oui, ben pour rebondir sur le vas-y, Zekri. bah, pour la vitesse, effectivement, ils ont le mérite. Le problème, c'est que il y a un standard maintenant, c'est, vif vif argent dans les films X-Men.
et ouais. Enfin, Quicksilver, où effectivement on avait dans chaque film X-Men cette scène d'immobilisation du monde où, Quicksilver fait quelque chose d'à la fois un peu humoristique et c'était très réussi. Bon, c'était un peu épuisant après parce que c'était la réflexion la première fois, mais ensuite ça se répétait un peu comme procédé. Mais c'est difficile de faire autre chose alors même qu'on a un standard qui reste vraiment ancré dans les morts de tout le monde et qu'il est donc il faut parvenir à ne pas imiter ça, mais quand même imiter ça parce que ça reste une super vitesse qui doit quand même faire un peu les mêmes actions super héroïques. Donc effectivement, ils ont le mérite, même si c'est pas toujours hyper convaincant, d'avoir tenté quelque chose avec cette idée de rallonger les perspectives qui est assez réussie. Après, ce que tu disais, c'est assez révélateur, Nico, c'est que tu soulignes que c'est assez bien la première demi-heure du film, alors que The Flash, il est rapide pendant tout le film. Mais effectivement, autant au début, ils insistent vraiment sur le fait que quand il court dans la rue, on voit vraiment les perspectives se rallonger, et du coup, on se dit, tiens, ils ont tenté un effet, c'est plutôt réussi. Et j'ai l'impression qu'ils l'ont beaucoup moins fait par la suite dans le film, où à chaque fois qu'il va courir super vite, bah, ils vont moins insister sur ces effets-là. Et du coup, on a un peu l'impression que on perd on perd leur idée fondatrice de la représentation cinématographique de la vitesse, parce que, bah, sans doute que c'est compliqué à faire, soit ils n'y ont plus pensé par la suite, ou alors il y a des scènes coupées, enfin des choses un peu bizarre, mais j'aurais préféré qu'ils restent vraiment sur cette idée et qu'ils insistent sur cette idée jusqu'à la fin, parce que ça aurait pu produire quand ils sont, tu vois, il y a une grande scène de bataille dans un désert à la fin, par exemple, et j'aurais trouvé ça tout à fait intéressant de voir comment on représente une bataille avec autant de choses qui se passent dans tous les sens, avec cette idée de rallongement des perspectives et pas juste de temps arrêté, puisque parfois tout à coup on passe à juste du temps qui est stoppé, comme la scène avec les bébés, par exemple. Donc il n'y a Mmh. pas non plus de vraie unité dans leur idée de représenter la vitesse, parce que certainement ils sont eux-mêmes un peu paumés dans les effets. Au moins ils tentent quelque chose, mais voilà, effectivement, c'est pas ils auraient pu l'assumer autrement ou mieux et c'est pas toujours très justement fait. Sans parler de Chronoball, je sais pas si on parle des effets spéciaux tout de suite ou pas, mais là c'est Ouais, on va venir. encore Je pense qu'il va falloir ouais, je pense qu'il va falloir faire une partie entière sur les effets spéciaux. sans doute. Mais après, je voulais rebondir. Effectivement, tu disais, Siegfried, au début que, ben, au final, c'est vrai qu'on a beaucoup mis Supergirl, Batman, etc. dans la promo par rapport aux problématiques d'Ezra Miller, et je pense que c'était une stratégie de Warner Bros. Effectivement, pour faire parler du film sans avoir à gérer le cas Miller. Mais au final, The Flash, il porte bien son nom parce que ça reste un film Flash. Et moi, je trouve intéressant, du coup, ben, on a dans l'histoire donc Flash qui remonte, qui va rencontrer une autre version de lui-même, et je trouve que c'est intéressant la façon dont ils ont réussi à mener le fait qu'on va pouvoir découvrir comment Flash découvre ses pouvoirs, sa façon de gérer ses pouvoirs, à travers ce deuxième Flash, en fait. Parce que du coup, forcément, nous, quand on le connaît, il a déjà ses pouvoirs. Et le fait qu'avec lui, on découvre un peu comment il doit gérer ses pouvoirs, comment il l'apprend, comment il les appréhende, comment gérer l'entrée en phase, comment gérer la vitesse, la friction avec la vitesse pour ses vêtements, etc. Bon, toutes les problématiques de Flash. Et du coup, le fait qu'il y ait ce deuxième Flash qui va obtenir des pouvoirs et qui va, lui, débuter sa tâche en tant que speedster, et bien du coup, je trouve que c'est intéressant d'avoir réussi à nous proposer les débuts de Flash, entre guillemets, via cette perspective-là. Et c'est vrai que c'est un film Flash parce qu'il a quand même la majorité du rôle à l'écran. Oui, après, c'est vrai que, lorsqu'on voit ce jeune, Barry, finalement qui apprend ce que tu dis, hein, qui apprend à utiliser ses pouvoirs et cetera. C'est Oui, ça peut être intéressant. Enfin, à mon sens, il y a trop de gags, là-dessus. Bien que ça peut être bien amené, hein, comme quand il traverse le sol et cetera, qu'il se retrouve chez la voisine. Bon voilà, je veux dire, c'est plutôt rigolo, C'est voilà. drôle, C'est oui. drôle. Ouais, c'est drôle et Mmh. ça fait le contraste entre sa version future qui est quand même plutôt sérieuse puisqu'il a connu une histoire que lui n'a pas connue. Donc il y a Mmh. toute cette partie, on va dire, formation qui est amenée, mais c'est vrai à un certain point du film, il est presque, oublié. Une fois que le Barry, on va dire du présent retrouve ses pouvoirs, pour moi, il est presque oublié et il est plus que là juste en aide quoi, en sidekick, alors qu'il aurait pu apporter peut-être beaucoup plus une autre visibilité, une autre vision du personnage. Voilà, en faire un Ouais, Wall-E mais en je pense fait. qu'effectivement, ouais, mais en fait, bon, après, il a quand même un rôle, il lui amène quand même un rôle à la fin, bon, si on Oui, peut s'en douter, j'allais dire, en partie ça dans le se film, même si ça se modère ce que tu viens de dire, Benoît. Je pense que c'est pas anodin de l'avoir fait un petit peu «disparaître» entre guillemets, comme tu le fais remarquer, pour finalement mieux le faire revenir à la fin.
même si c'était prévisible, surtout pour ceux qui ont vu la série. Mais, Oui, parce que je oui, pense que c'est pas forcément prévisible pour ceux qui ont pas trop l'habitude des histoires flash, que ce soit en série ou même en comics ou autre. Je pense que du coup, le grand public est plutôt surpris de voir que c'est lui en fait l'antagoniste, dans la comment vous appelez déjà la Speedball, c'est ça? Ouais, j'ai pas la la Time Sphere, je sais pas quoi. Chronoball, je je sais plus crois, comment Ouais, ils appellent ça. je sais plus trop. Chronoball, Chronoball, ouais, c'est pas Ouais, mal C'est Chronoball, ouais. ça. c'est pas mal À ça. pas confondre avec les Pokéballs. Mais du coup, effectivement effectivement, non, non, sur le coup, sur le coup, c'est vrai que ça reste un film Flash et ça, c'est plutôt pas mal. Mais il n'y a pas que Flash, il y a aussi Batman. Alors, passons rapidement sur, l'un des Batman les plus, qui est moins traité dans le film. Je ne parle pas de George Clooney. Je parle de Ben Affleck, bien Spoiler! entendu. Ah bah oui, mais on est dans la zone spoiler, hein, j'avais prévenu, hein, je vous le dis. Heu, donc et non. effectivement, on a, au début le premier Batman qui est avec Flash, c'est bien entendu celui du, DCEU, celui qu'on connaît depuis, quelques années, c'est Ben Affleck. Vous en avez pensé quoi de Ben Affleck dans ce rôle de Batman dans The Flash? Tiens Siegfried. Alors, déjà, j'ai eu beaucoup de mal à apprécier parce que son intégration 3D est catastrophique et c'est dur en fait, c'est dur de en parler Ouais, sans parler des ouais. effets spéciaux parce qu'on le voit pendant une espèce de scène de course-poursuite pendant 5 minutes et en fait, Ah mais on c'est voit laid, hein. juste On dirait un jeu c'est vidéo, voilà, j'ai vu des gens parler de sa cape, mais c'est pas vu sa cape, en fait. On voit vraiment qu'il bouge à peine et que tout est en 3D autour de lui, c'est absolument même le abominable et visage, hein. même ensuite quand il s'arrête et qu'il discute avec, Wonder Woman et le Flash, moi j'avais l'impression qu'il n'était pas à l'écran en même temps qu'eux. Je me demande si l'acteur était vraiment là en même temps qu'eux ou s'il avait tourné les scènes séparément pour les regrouper sur le même écran, parce que j'avais vraiment l'impression d'une différence de texture qui était assez criante et que Ben Affleck en fait ne s'était pratiquement jamais retrouvé avec les autres acteurs sur le plateau et c'était, waouh, c'est du coup, même si il est plutôt bien écrit, enfin toutes les interactions qu'il a avec le Flash sont plutôt sympathiques, plutôt chouettes et que bon la scène d'action elle est pas nulle, c'était assez difficile de l'apprécier parce que ça vraiment ça parfois on fait des remarques sur les VFX des films et on est un peu injuste, un peu tatillon. Là, c'est pas tatillon, ça vraiment on nous jette à la gueule que c'est hyper mal fait et c'est du coup ça rend les choses beaucoup plus difficiles à apprécier. L'autre problème étant que, bon, cette scène de course-poursuite en fait, en fait, on a vu des scènes de course-poursuite dans les Dark Knight de Nolan qui étaient mieux faites. On en a vu dans The Batman, qui était mieux faite. On en a vu dans Batman v Superman qui était mieux faite et même dans The Batman et dans Batman v Superman, il y avait cette scène de, la grosse explosion avec le Batman qui traverse les flammes pour arrêter les vilains. Donc on nous refait des scènes qu'on a déjà vues en moins bien et c'est un peu gênant pour l'iconisation du personnage et le problème pour moi du Batfleck, c'est qu'ils nous font une blague sur le fait il touche le lasso de vérité de Diana et du coup, il dit Ouais, ils que, nous refont le coup de Aquaman, dans Justice League, ouais. voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que là, à ce moment-là, le Batfleck explique clairement que, il devrait donner son argent à des œuvres de charité, ça serait plus efficace que de faire le Batman et c'est juste, un problème. Enfin, je comprends qu'ils en fassent une espèce de blagounette, mais en fait, faire une blagounette qui respecte absolument pas le personnage de Batman en te disant que le Batman est au courant que ce qu'il fait c'est pas bien et que en fait son action serait plus intéressante, plus légitime et plus efficace si donner de l'argent aux pauvres, c'est cracher complètement sur le personnage de Batman. Justement, tout l'intérêt de Batman, c'est qu'il n'est pas conscient. Enfin, déjà qu'il donne effectivement déjà de l'argent dans des œuvres via son identité de Bruce Wayne, mais que lui, il est persuadé que son action de Batman est efficace. Donc, nous dire que, en fait, au fond de lui, il sait très bien qu'il est inefficace en tant que Batman et qu'il ferait mieux de donner de l'argent à des autres charités, c'est cracher sur Batman complètement. Et je ne peux pas dire du coup j'ai vu beaucoup de critiques dire que le Batfleck était assez réussi dans ce film. Je ne peux pas dire que c'est le cas, alors même que le film ne respecte absolument pas le fond philosophique même de The Batman, même si c'est pour la blague. Là, c'est pas juste la blague en fait, c'est ne pas respecter le postulat de qui est Batman et c'est vraiment problématique. C'est pas juste une blague. Ouais, ça, je suis d'accord, ouais. C'est vrai que sur cette-là, bon, ils ont essayé de faire une blague, mais celle-là, elle est d'assez mauvais goût et chez Batman Legend, on refuse ça. Benoît, tu veux dire quelque chose sur Benoît, j'allais dire, sur, Ben Affleck? Sur Benoît Affleck? Heu, non, là, je suis d'accord avec Siegfried. Pour moi, on va dire la meilleure scène avec ce Bruce Wayne, enfin avec ce Batman Bruce Wayne, quoi, c'est quand là, il est en civil, du coup, et qu'il explique à Barry Mmh. que ce qu'il veut faire, c'est une énorme connerie. D'ailleurs, on lui dit 2 fois dans le film, bien Ah mais il qu'il comprend rien, n'écoute hein. pas,
Il comprend rien. Mais c'est à la limite la meilleure scène pour moi de Ben Affleck. Mais alors, je trouve que c'est un énorme, enfin, un gâchis énorme au niveau de cet au revoir, parce que c'est un personnage qu'on ne verra plus. Il lui dit, «Bon, on va bouffer ensemble?» «Non, non, c'est bon, une autre fois peut-être». Et c'est comme ça qu'on ne verra plus le Batfleck au cinéma, quoi. C'est enfin, c'est vraiment pas respecter le personnage. Déjà, il est pas respecté là, à ce moment-là, avec le lasso, mais là, en plus, Bruce Wayne, à la fin, c'est, non seulement je t'écoute pas et je t'emmerde et en plus, c'est, vas-y dégage, c'est non, enfin, voilà, moi j'aime bien ce qu'a fait Ben Affleck, dans, BVS, heu mais là non, depuis, Moi, non, j'ai trouvé que c'est je plutôt réussi justement parce que c'est vraiment brutal, vraiment quotidien et en fait, ça reflète exactement ce qui se passe dans le film où le Flash et Blackflag ont une discussion qui est tout à fait ordinaire. «Tiens, on va se manger un bout, non, la prochaine fois» et le spectateur sait que, on ne reverra pas le Batfleck et du coup, ça accentue vraiment cette tristesse, la brutalité de ce moment, alors que s'ils avaient fait une grande musique pompeuse avec des grands adieux, alors même que ça avait aucun sens parce que les personnages sont pas supposés savoir qu'ils se reverront jamais, ça aurait un peu cassé le moment. Là, pour le coup, j'ai trouvé ça assez naturel et c'est un peu une des rares un des rares moments de dialogue un peu fin que j'ai trouvé dans le film, si je comprends la frustration, du départ raté, ouais. Et toi, Bruno, plutôt frustré aussi pour, Ben, ces dernières apparitions de Ben Affleck? globalement, on est tous d'accord, hein, et je suis assez d'accord sur ce dernier point avec Siegfried. Moi, je reviens sur le fait que quand on avait parlé de Ben Affleck, on le trouvait enfin moi, je trouvais que c'est un bon Batman et je trouvais surtout qu'il faisait un bon Bruce Wayne et bah, finalement, c'est quelque chose qui est conforté dans ce film-là. Il est un bon Bruce Wayne. Il est un très bon Bruce Wayne et ça fait peine de le voir, disparaître. Je peux pas dire que si c'est un bon ou un mauvais Batman, dans ce film-là, puisqu'on voit qu'une doublure numérique, qui est encore moins bien faite, ou à peu près du même niveau que le reshoot d'Henry Cavill, dans le BVS de Whedon dans le Justice League de Whedon, donc je passerai là-dessus. C'était, irregardable, mais Affleck en Bruce Wayne, bah, il a dit au revoir avec une certaine classe, hein. C'est la classe, c'est la classe. Alors, est-ce que, tiens, je vais rester avec toi, Bruno, parce que je sais que c'est, un Batman qui te tient à cœur. Il nous a aussi dit au revoir à sa façon, même plutôt 2 fois qu'une, je dirais. C'est, le Batman de Keaton. Alors, du coup, est-ce que, tu es convaincu par le retour, de Alors, Mister Keaton, en Batman? en des temps reculés, j'ai dicté une règle qui tient en 3 points. Point numéro 1, on ne touche pas à Michael Keaton en Batman. Et les règles numéro 2 et numéro 3 sont des rappels de la règle numéro 1. La règle est toujours d'actualité. La règle, c'est la règle. C'est Michael Keaton, donc il a ramené son personnage, de mon point de vue, avec ce qu'il faut de dérision, parce qu'il a beaucoup de dérision sur son propre personnage. Et je l'ai vu comme ça. J'ai pas essayé de prendre ça comme un Batman sérieux. Ça aurait pu être le cas si, comme je l'avais rêvé, The Flash était une vraie version, une vraie adaptation de Flashpoint et que Michael Keaton aurait pu jouer Thomas Wayne. Et ça aurait été la grande classe. Mais c'est pas le cas. Donc c'est bien le Batman de Burton qu'on retrouve, un peu décalé, plus vieux, mais qui garde sur lui, je trouvais, un côté second degré. Alors, les scènes d'action m'ont pas forcément convaincu. Elles sont très différentes, complètement numériques pour bonne partie d'entre elles, par rapport à ce que faisait Burton à l'époque. Il manque Michel Oui, bien Pfeiffer. sûr. Ok, eh ben, je ne peux pas rêver non plus tout éveillé. Mais bah ouais, mais c'était le kiff de retrouver Michael Keaton, quoi. Je suis désolé les gars, je suis pas objectif, mais j'assume. Et pour toi, Siegfried, du coup, est-ce que, tu as kiffé retrouver Michael Keaton en Batman? Kiffer, Même non, même disons s'il attaque avec des claquettes au début? non, disons qu'il y a quand même une agréable surprise, c'est qu'on ne savait pas à quel point le personnage serait un caméo ou un personnage secondaire à part entière du film et en fait, effectivement, ça reste un personnage secondaire à part entière, donc ça, c'est plutôt chouette. L'une des et l'un des, autres agréables surprises, c'est qu'il est
quand même extrêmement iconisé. Enfin, dès le début, enfin, lors de cette scène notamment d'attaque, une espèce de bunker russe, on le montre vraiment, efficace, leader, extrêmement badass. Il y a limite plus d'iconisation de Batman que du Flash et du coup, j'ai vu d'autres critiques se poser la même question, donc je la repose ici, mais effectivement, on se demande, pourquoi Muschietti a voulu faire un film Le Flash alors qu'en fait, il a l'air beaucoup plus intéressé par Batman que par le Flash et du coup, on comprend, on en reparlera sans doute à la fin de l'émission que, c'est lui qui a été lancé pour faire le prochain film Batman. Mais, l'un des problèmes pour moi, c'est que pour un personnage qu'on voit autant et qui est quand même le Batman de Keaton, enfin donc un Batman assez mythique, c'est étonnant qu'il ait aussi peu de profondeur ou d'enjeu. Même quand il arrive des choses importantes, enfin il y a 2 twists notamment, c'est qu'à et au début, il refuse d'aider, les Flash. À un moment, il leur dit: «D'accord, je vous aide, mais après je pars» et finalement, il les aide jusqu'au sacrifice final et effectivement, à la fin, il est prêt, il accepte de mourir pour les aider. Donc et pourtant, il a pas de profondeur, donc c'est un peu paradoxal qu'il prenne des décisions aussi importantes et qu'en fait, on n'en ressente jamais la gravité parce qu'en fait, il est toujours traité avec une espèce de superficialité, que ça c'est un peu ce que disait Bruno. C'est un personnage qui reste dans une forme de légèreté et donc même quand il arrive des choses importantes, en fait, on arrive quand même à passer dessus, sans montrer que, il a une vraie profondeur, il traverse vraiment des choses. À un moment, il caresse une photo et bon, ça c'est presque étonnant parce qu'on a l'impression qu'il caresse un peu la photo de l'image de Bruce plutôt que de ses parents, donc c'est vraiment on a un petit doute, tiens, est-ce que ça serait pas Thomas? Et en fait, non, c'est pas confirmé. Donc, il y a des petites touches où on a l'impression qu'il y a une volonté d'en faire un personnage, et en fait, non, ça reste, voilà, on reste vraiment entre le caméo et le personnage. Il apparaît trop en caméo, il est trop drôle dans l'intrigue pour n'être qu'un caméo, mais en fait, il a une absence de profondeur et de tristesse dans le traitement, y compris au moment où il meurt, qui fait que, on a cette frustration de pas sentir le Batman de Keaton aussi respecté qu'il aurait pu l'être, surtout si c'est sa dernière apparition. Donc au début, je vous rappelle qu'il devait apparaître dans le film Batgirl et donc peut-être être l'espèce de Nick Fury de ce nouvel univers Batman et en fait, on a l'impression ça sera sa dernière apparition. Enfin, il y a un statut qui est pas très clair, mais si effectivement c'est le seul film dans lequel il apparaîtra, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit traité d'une façon plus profonde et on aura les mêmes choses à dire sur le Supergirl de Sophie Calle. Donc voilà, on aurait pu être, ça aurait pu être bien pire. Je pense on peut avoir d'agréables surprises en voyant ce Batman de Keaton qui a cette iconisation-là, mais aussi cette frustration parce qu'en ayant cette agréable surprise, du coup, on peut s'attendre à ce que ça aille plus loin et non, ça ne veut pas aller plus loin. Ouais, il y a peut-être aussi un peu une confrontation avec le côté, un peu humoristique qui est amené par le film parce que parfois effectivement tu le dis, il essaie d'apporter un peu de profondeur ou un peu de côté un peu, sombre de son Batman, mais au final ça marche pas parce qu'on sent il est pas en phase avec, ce qui nous est vraiment présenté à l'écran, hein, ce qui fait qu'on n'arrive pas à accrocher à ces phases-là. Au final, il y a trop d'humour, même lui il se met à faire quelques petites blagues, bon, le fameux, je sais plus comment c'est traduit en français, mais le «You get nuts», tu vois? Ce genre de phrase, bon, il aurait certainement jamais dit, je pense, avec Keaton, je suis pas avec, Tim Burton, je suis pas sûr. Mais bon, je veux dire, il y a un côté, détachement qui est amené par le film, qui du coup, bah, amène ce détachement tout au long du film et on n'arrive pas à vraiment se sentir, impliqué dans la tristesse de ce personnage parce qu'en fin de compte, il est, reclus sur soi-même. Au début, ils arrivent dans son manoir, on sent que c'est quelqu'un qui avait totalement lâché prise au final, mais on n'arrive pas vraiment à rentrer dans la tristesse de ce personnage-là. Alors pourtant, on a l'impression via les images qui nous sont présentées qu'on essaie de faire passer ce message-là, mais il nous parvient pas vraiment. Non. Bah, Donc du coup, c'est peut-être aussi le sujet du film qui pose problème, enfin, tu vois, il y a une trop grande différence entre la tristesse qu'on veut nous amener et les blagues de Flash, quoi. Enfin, C'est C'est d'autant plus ça et frustrant pour moi que, Keaton avait quand même rejoué un peu Batman dans le film Birdman d'Inarritu, fabuleux film, où ouais. justement il joue un acteur sur le dé un acteur qui jadis avait joué le rôle d'un super-héros noir volant, mais qui avait décidé de passer à des choses sérieuses, donc de monter sur les planches de Broadway, de faire un théâtre intello et c'est étonnant de voir Keaton qui avait donc pris une telle distance par rapport à Batman, revenir pour, d'une façon superficielle, alors que justement, quand on annonçait son retour post-Birdman, on pouvait se dire, ben voilà, il a vraiment pris du recul par rapport à son rôle. Il a pratiquement joué dans rien depuis 20 ans. Enfin, regardez sa filmographie, c'est impressionnant à quel point il n'a pratiquement eu aucun rôle, alors que c'était un très grand acteur, très apprécié de son temps. Mais après les Batman de Burton, il a eu une espèce de désert plus ou moins volontaire pendant une vingtaine d'années. Et donc, revenir pour quelque chose d'aussi léger, voilà, ça peut engendrer une frustration parce que ça pouvait juste au contraire créer des attentes peut-être démesurées. Mais C'est ça parce oui, bien sûr. ce qu'on dit sur, excuse-moi Benoît, hein, ce qu'on dit sur Michael Keaton, grosso modo, c'est valable pour tout le film.
C'est-à-dire que le fait d'avoir traité ce personnage qui aurait pu être un personnage tragique, pétri par le regret et cetera et qui finalement est traité de façon superficielle. Moi, pour moi, c'est un peu pareil pour le film en général. C'est-à-dire c'est un film qui traite d'un sujet grave. Je veux dire retourner dans le passé pour changer ce qu'on estime injuste, qu'on en soit acteur ou pas, Ouais, c'est ça. Ça parle de deuil, tout le long, hein. voilà, et au final, on a du temps, il se passe des gags à la con, quoi, excusez-moi, hein. Mais voilà, donc du coup, dans ce cadre-là, moi je trouve que Keaton, il fait du Keaton, quoi, il fait ce qu'il peut. En fait, pour résumer, est-ce que le problème, c'est pas que on aurait aimé que ça soit un film The Flash and Batman et qu'on a l'impression en voyant le film que des fois ça tente d'être un film The Flash et Batman et tout à coup ça se souvient qu'en fait c'est juste un film The Flash qui a besoin de 10 autres personnages, de 50 autres scènes, alors que si on avait resserré ça autour de The Flash et Batman dès le titre, on aurait eu plus de cohérence et plus d'unité et on aurait eu vraiment la place pour faire évoluer les deux personnages en parallèle. Je pense qu'en fait, le personnage devait être développé ailleurs, puisqu'il devait, apparaître dans Batgirl et être C'est son ça. mentor. Donc il devait avoir sûrement dans ce scénario plus de place, plus de contexte et cetera. Il devait apparaître aussi dans un film Batman Beyond où il faisait le vieux Batman. Donc voilà, i je pense que c'est un acte énormément manqué, là-dessus. Évidemment, il manque énormément de profondeur, je suis d'accord avec toi Siegfried. Et surtout, enfin, si on regarde, le film, on voit qu'il y a plein de costumes de Batman. Notamment, je crois avoir vu un espèce de costume du désert avec des lunettes et cetera et tout, qui peut amener, il a sûrement fait d'autres aventures. Mais la Batcave est vide, vide, il y a aucun trophée, il y a rien du tout. Et on fait simplement une référence, je crois, au Joker, il y a même pas de Si, référence, oui, voilà, avec le petit sac, quoi. Vite fait, ouais, Heu, ouais. mais ouais, c'est c'est tout ça, et ouais. en fait, J'allais tec dire, il y a un petit sac de rire. voilà, c'est ça, C'est mais tout. sinon, enfin, si techniquement on prend en compte parce que pour moi, c'est pas le Batman de Burton, c'en est un autre d'une autre réalité, quoi. Mais il aurait affronté que 2 ennemis et le voir en plus expliquer le multivers grâce à un truc de spaghetti et cetera, du what enfin, d'où tu sors la théorie? Tu Mmh. as tellement rien à foutre de ta vie que tu as utilisé, enfin, tu as lu que des trucs de physique quantique, de voyage dans le temps et cetera et tout. Tu t'es mis à la peinture d'ailleurs, tu t'emmerdes, tu te fais chier quoi, il y a pas de problème. Mais, il y a tellement de choses qui sont hors cadre par rapport à ce Batman-là, j'aurais aimé voir beaucoup plus. C'est vrai qu'il y a des trucs qui font sourire, où on voit le hall avec tous les costumes. Mais moi le premier, hein, j'ai fait: «Ah, bah, ça c'est dans le premier où on voit Nox et Vicky Vale qui arrivent devant, un samouraï et Bruce Wayne qui arrive derrière et cetera». Oui, c'est des bons easter eggs, c'est des bons trucs de référence. Oui, il y en a plein, mais c'est creux, c'est complètement vide et je suis désolé, mais je pense que Burton n'a pas voulu faire les suites à Batman parce qu'il y a eu un problème et que la production voulait, lui imposer un cahier des charges. Il a dit non, d'ailleurs Keaton a dit non aussi parce qu'il y avait pas Burton, si je dis pas de bêtises. Et là, je pense que Grosso modo, ouais. l'enveloppe, voilà, et l'enveloppe était peut-être intéressante et le fait qu'on lui a vendu d'autres films pouvait être intéressante, mais du coup, là, il se retrouve avec ouais, un semi caméo qui est pas top et puis sa fin est horrible, c'est: «Laisse-moi mourir». Mais non. Enfin oui, oui, laissez-le mourir quoi, voilà. Non, mais c'est vrai que du coup, on a quand même la mort du Batman de Keaton et 2 fois en plus. Mais bon, après, effectivement, ce manque de profondeur du personnage, et bien, il est quand même problématique pour le développement du film. Je suis d'accord, même si on faut rappeler que ça reste un film flash, et que dans ce sens, bah, l'idée, c'était peut-être pas de redévelopper une histoire de Batman, au sein de ce film flash et cetera. Donc mais ça aurait pu être amené, via des petites apparitions, notamment, effectivement, dans la Batcave, on peut amener plein d'éléments qui font, penser que, ah, il a une histoire, qui s'est développée, depuis, 1992. Alors que là, on a vraiment l'impression qu'on a laissé le Batman en 92, elle est revenu, 30 ans après, mais en fait, il y a rien qui a changé, quoi. Donc effectivement, il y a un petit souci,
de ce côté-là, bon, ça pose question, même si je pense que le but, c'est juste qu'il soit là et peu importe son passé, quoi, son passif. Et puis, comme pour Batfleck, on pourrait signaler un problème de philosophie du Batman, c'est que là, on nous dit qu'il s'est pas retiré parce qu'il était vieux, il s'est retiré parce que ça y est, il y a plus de criminalité à Gotham. Bon déjà, une ville sans criminalité, ça n'existe pas. Enfin bon, c'est un peu étrange comme concept et puis on connaît Batman, enfin Batman, il est pas du genre à se dire, «Tiens, ma petite ville est tranquille, tout va bien». Batman, c'est celui qui, quand il s'ennuie alors qu'il affronte déjà 50 super vilains, il va créer Batman Incorporated pour sauver le monde. Enfin, c'est pas il est pas du genre à se dire: «Bon, bah, je vais me faire chier à peindre des fleurs parce que mon patelin, il est tranquille et qu'il y a plus de super vilains». C'est un peu étrange comme choix de scénario donc ouais, il y a une espèce d'incompréhension des différents Batman, c'est qui est un peu problématique aussi. Mais pour revenir à cette histoire de Alors spaghetti qui est très mal amenée, ça aurait pu être intéressant, s'ils avaient tourné enfin s'ils avaient transformé cette scène, non pas en scène de «je vous explique la vie parce que je suis Batman», mais s'ils avaient laissé entrevoir que toute cette théorie-là, il l'avait découverte lui parce que, par exemple, dans une de ses précédentes aventures, il s'y est retrouvé confronté. Tout à fait. Mais effectivement, son passé est inexistant. Mmh. Et du coup, ça fait un personnage un peu compliqué à interpréter. Donc, effectivement, c'est un peu le temps s'est un peu arrêté depuis 1992, quoi. Ça. effectivement, alors du coup, on parlait, pas forcément, voilà, en bien du développement et des certaines apparitions du Batman de Keaton. On a, dit ce qu'on avait à dire sur le Batman de Ben Affleck. Est-ce que vous voulez dire un mot sur le troisième Batman qui apparaît? Du bien? Non? Non, 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 pas forcément, pas forcément. Du bien, c'est pas possible. Est-ce C'est pas possible de que dire est-ce du que bien je de sais ça, pas, enfin, bon, c'est je Non, mais en fait, voilà. Non, mais on va être honnête. Je veux dire, c'est vrai qu'on s'attend, on dit: «Putain, qui c'est On qui va va sortir apparaître de la bien voiture?» dans la réalité où j'ai rêvé. de quoi, de quoi? Pardon? Lorsque les différentes réalités se télescopent, on voit apparaître Adam West, non? Oui, Ouais, c'est de oui. lui qu'on parle. Non, non. le dernier. Arrête, ça Non, va. non, Voilà. non. Donc non, mais voilà, je veux dire, on était Non, tous, non, quand il ouvre la porte, on sait très bien qu'il va y avoir un petit twist, voilà. Qui c'est qui va apparaître? Bon, c'est sûr que Val Kilmer, vu l'état malheureusement dans lequel il est, c'était pas possible. Franchement, je m'attendais vraiment à tout. C'est vrai que je m'attendais pas du tout à George Clooney parce qu'il déteste profondément ce rôle. Il l'a déjà dit à plusieurs interviews que, il voulait absolument pas qu'on lui parle de ça ou à chaque fois il dit une blague pour s'en sortir et le Bah, c'est ce qu'on voir, fait là. c'est pour moi, c'est le pied de nez du film en disant finalement, vous voyez, on s'en tape complet, et voilà quoi, c'est: «Tenez, on vous a donné votre caméo qui était sympa». Je me demande même comment ils ont réussi à convaincre George Clooney de faire ça. Ils lui ont sûrement donné, du pognon pour un prochain film. C'est pas alors possible. apparemment c'était plutôt simple. Bon, apparemment, il y a eu 3 films, 3 fins qui ont été tournées. Oui. Une fin, initiale, on va dire, je sais plus exactement, mais en gros, tu devais voir apparaître Wonder Woman, Superman et cetera. Ça faisait aussi écho avec, l'apparition de Superman, après, Black Adam. Hem Et puis, Henry Cavill, éjecté. Ils ont refait une autre fin, pareil, où je pense que Ben Affleck était toujours là, je pense, à ce moment-là, ou en tout cas où il y avait peut-être pas de Batman. Enfin bref, l'idée c'est que, quand Ezra Miller il sort, il retrouve un peu la Justice League et puis en fait, quand, James Gunn ils ont repris le projet, quand James Gunn et Peter Safran ont repris le projet, là, eux, vu que leur idée c'est de foutre en l'air le DCU pour, instaurer leur univers à eux, bah, en gros, je pense que c'est l'idée, c'était, on y va à fond, on fait un gros fuck à cet univers et on repart à zéro. On fait bien comprendre à tout le monde qu'il y aura pas de suite. Parce que si tu mets Ben Affleck ou tu fais apparaître Wonder Woman ou Aquaman ou qui sais-je, les gens vont se dire: «Ah mais ils sont encore là, même après alors que là voilà, tu peux te dire, on sait pas en fait. Wonder Woman, on sait même pas si elle est encore là, Ben Affleck, il a disparu, c'est George Clooney et bon, en Bah, gros, Wonder laissez Woman, je tomber pense cet qu'il a fait univers, c'est fini, apparaître quoi. parce que c'était écrit dans le contrat, hein. Oui. Vu Dans l'intensité de dans ce le film, mais pas à la fin, pas à la fin. À la fin, en gros, c'est fini, quoi. Elle est plus là. moi j'avais des attentes, qui étaient plus j'allais dire plus profondes que ça, mais
OK. À l'origine, le film devait s'appeler Flashpoint, Mmh. au tout Ouais. début. Mais Je il a sais changé. pas si c'est vraiment Flashpoint, je pense que c'est surtout une inspiration Flashpoint, mais je pense pas que ça soit le film, ça devait pas être Flashpoint tout court. Ça devait s'appeler Flashpoint, au tout début, à l'origine. Mais Pas 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 au tout début. À un moment, il a été envisagé que ce soit Flashpoint, on savait pas si c'était un titre de travail ou vraiment un titre, mais c'est pas le cas au tout début, c'est venu entre-temps et finalement ils sont repartis sur The Flash, mais ça a été on sait pas mais si à quel point c'est un titre de travail ou vraiment un titre, sérieusement envisagé pour le film. ouais, bon, il s'en inspire un petit peu, mais enfin, c'est autant Flashpoint que ce que BVS était The Dark Knight Returns, hein, donc il y a une vague inspiration sur, 1 ou 2 concepts. Mais, Flashpoint, c'était un gros crossover et c'était aussi une façon de rebooter le l'univers de DC. Et après on est parti sur les New 52. Là, je me disais, je m'y attendais, j'y croyais dur comme fer, à la fin, ils vont nous faire arriver Pattinson. Après, il a fallu que Nico m'explique: «Non, tu comprends, Pattinson, c'est un Elseworld, tu peux pas, et cetera». Mais voilà, effectivement, on clôt le débat, dans un gag, de très mauvais goût pour dire: «Bah, vous êtes venus voir le film, mais pour rien, quoi». Parce que voilà, ça ne sert aucun propos, particulier sur la suite d'un univers. Donc moi, je suis particulièrement déçu parce que je m'attendais à quelque chose de ce genre-là. Je dis pas que ça a pas un côté rigolo et quatrième degré d'avoir clowné, mais ça rend le What film, else? ouais, c'est ça, what else, quoi. Ça rend, je veux dire, il a dit au revoir à sa mère, c'était déchirant, c'est dramatique, et puis à la fin, on se retrouve avec Clooney qui vous demande si vous voulez un café, quoi. Oui, parce qu'il Tout y a ça il y pour a ça. aussi une que il y a aussi une question d'exécution. Si au lieu de ça, on avait vu Clooney, peut-être en Batman, juste pour une scène de 2-3 minutes, combattre, dans sa cape de Batman avec le Flash par exemple, on aurait pu se dire: «Ça a pas forcément grand sens par rapport à la suite du DCU, mais au moins on a ce plaisir de retrouver Clooney qui essaie de se réconcilier avec son personnage après l'échec flagrant de son Batman et Robin», et du coup il y aurait une espèce de sentiment quand même d'euphorie ou de réconciliation, enfin des sentiments positifs, alors que là, on a juste l'impression que ça crache complètement sur le Flash et un peu sur l'ensemble, parce que finir sur cette touche de légèreté, à un moment où on sort d'un drame et où on s'attend au contraire à une clôture, soit une clôture complète, soit une ouverture sur le reste, c'est vraiment juste cracher sur tout d'une manière qui ne correspond à rien en fait. Ça ne réconcilie pas avec le Clooney, ça réconcilie pas avec l'ECU, ça réconcilie pas avec The Flash. C'est C'est juste la vraiment blague. juste, voilà, c'est vraiment juste une blague et c'est un film qui n'avait pas du tout besoin de finir sur une blague, au contraire qui avait besoin de ne pas finir sur une blague justement. Ouais, ouais. Non et Et là, puis tu bon, toi vas-y, vas-y, Benoît. enfin, je veux dire, si mes souvenirs sont bons, c'est une scène qui est en chant contre chant et le dernier chant, c'est Barry juste qui perd sa dent. C'est Oui, tout enfin, à je veux fait, dire, non Oui, mais c'est vrai. C'est un c'est super film, un gag minable. Enfin, je sais oui, c'est un rappel à ce qui est arrivé plus tôt dans le film, mais c'est comme si c'était le loup du dessin animé là, où d'un coup il perd la mâchoire, machin et tout. Ça et c'est va, pour ça que c'est le remarque de Bruno est assez juste, c'est on peut pas décorréler la question de George Clooney qui apparaît à la fin du film, la question des suites. Et la question des suites, en fait, elle est beaucoup plus floue que ce qui a été envisagé, puisque Muschietti lui-même, dans des interviews, dit que bah il n'est pas exclu qu'il y ait un Flash 2, d'autant qu'il y a toujours la question de l'assassin de la mère de Barry qui n'a pas été résolue. Effectivement, ça n'a aucun sens que cette question ne soit pas résolue dans le film, donc, soit on aura et le problème, c'est que le Flash 2, ben, on sait très bien qu'il a aucune chance d'avoir lieu parce que le 1er Flash est une catastrophe absolue. En plus, ça pose des questions par rapport à Barry Allen, ça pose des questions par rapport à lui, au DCU et à la conservation, donc ça, c'est une galère à tous Oui, les on peut niveaux oublier, ouais. et en plus, le film ne se clôt pas, comme on a dit, sur une espèce de trou noir, de vortex qui permettrait de faire émerger un nouvel univers, donc ça correspond à aucun niveau. Mais apparemment, Muschietti a quand même volontairement, clos son film d'une manière un petit peu ouverte et sur des gags, parce qu'il voulait laisser une porte ouverte à une suite qui n'aura pas lieu. Et ça, c'est hyper problématique aussi, parce qu'au moment où ils ont tourné le film, ils savaient très bien que ce film était une grosse galère, et ils auraient mieux fait d'assumer complètement, de faire un film clos, quitte à finir sur une espèce de mystère, sur un reboot éventuel, parce que évidemment, quand ils ont fini le film, même maintenant, à mon avis, ils savent pas encore exactement de quoi sera fait le reboot. Je rappelle quand même qu'on aura encore un film Aquaman 2, par exemple, alors qu'on ne sait pas quel est le statut de Momoa par rapport à la suite. Donc, il y a plein de questions qui sont étranges. Mais là, clairement, ça finit sur une espèce de fuck, de fuck un peu flou au spectateur et qui pose
qui pose problème et qui pose problème parce qu'ils n'ont il y a un problème de philosophie du film et tous les spectateurs savent que même si le statut de The Flash n'est pas tout à fait clair, bah, il aurait fallu en faire un film complet qui, assume sa dimension dramatique, qui ne finit pas sur une blague, qui a une espèce de vraie clôture, qui résout toutes ces questions, y compris celui de la mère de The Flash et qui ne n'essaie pas de faire croire qu'il y a un 2 qui pourrait être consenti un jour parce que c'est pas comme ça qu'on devrait envisager les films, en fait. C'est le même problème qui s'est posé pour, je sais pas, la saga Divergente ou Animaux Fantastiques. Il y a un moment, il faut accepter qu'on fait des films complets, et si ça marche, on fait une suite. C'est très bien, quitte à laisser quelques portes ouvertes. Mais je pense qu'on est tous d'accord autour de ces caméras pour dire que la question de qui est l'assassin de la mère de Barry, c'est pas un mystère pour un prochain film. Tout le film tourne autour de cette mort, il fallait le résoudre ici, et puis point final. Ou alors assumer qu'on ne sait pas parce que c'est un meurtre absurde et les meurtres absurdes, ça arrive. Mais pas essayer de faire croire que, mon Dieu, il y a encore une question qui se pose, et Bah, qu'on va c'est résoudre surtout, dans un parce flash que bluff, parce que c'est nous ouais, non, mais c'est surtout que nous, on connaît un petit peu le lore de Flash et on sait, qui peut être à l'origine de la mort de la mère de oui, Flash. mais Donc du coup, on s'attend à ce qu'il développe ça, alors que non. Mais bon. oui, mais ça Après, je c'est pense super facile que le de grand résoudre ça en public le grand public peut se dire: «C'est un meurtre, lambda», sans avoir à penser qu'en fait, c'est un autre speedster et cetera, tu vois? oui, mais dans ce cas, tu le dis au spectateur que c'est un meurtre lambda. Tu dois dire quelque chose parce qu'un film qui tourne autour d'un meurtre, logiquement, le spectateur se dit: «Tiens, qui est le meurtrier?» Surtout quand tout l'enjeu, c'est est-ce que le père est le meurtrier ou pas? En fait, la question n'est même pas posée. Tout de suite, on dit que le père n'est pas le meurtrier, mais du coup, on se demande, bah, comment ça se fait qu'il soit là si vite? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit poignardée chez elle, qu'il y ait même pas de vol? Enfin, c'est quand même extrêmement mystérieux comme truc et insister autant sur les mystères autour de ce meurtre sans les résoudre, alors qu'il aurait été tellement facile juste de dire en 2 minutes, bah, en fait, c'est une autre version du Flash qui a tué la mère pour que tout ça, ça se produise parce que, comme le disait, Ben Affleck au début, il fallait une espèce de deuil primordial pour que le Flash acquiert ses pouvoirs et que du coup, dans une version un peu tordue et malsaine du Flash, il produit lui-même ce propre meurtre pour pour que la version héroïque du Flash puisse exister ailleurs. Enfin, c'était assez facile à résoudre dans ce scénario-là, sans aller chercher des choses ailleurs Après, et il y a sans prétendre laisser une un porte moment ouverte à une dans suite. ouais, ouais, non, mais bien sûr, mais il y a aussi un moment dans le film où quand même ils disent, je sais plus qui le dit, mais en gros, bah, quelqu'un a vu que le père de Barry part et il pense que la maison est vide et c'est pour ça qu'il rentre et qu'il se retombe sur Oui, on dit pas sur voleur. sa mère et que voilà. Ils expliquent ça comme ça, le meurtre. Mais bon, c'est vrai que c'est très léger et Mais il y c'est a un pas plus de détails que ça. c'est un en fait, c'est ce meurtre non résolu et le problème du film, ça résume d'une certaine façon tout ce qui se passe dans le film. Puisque on est quand même sur un personnage qui est un super héros, qui voyage à travers le temps et les réalités, heu, qui doit sauver. C'est son boulot, c'est son taf, quoi. Et la finalité du truc, c'est: «Non, mais c'est pas grave, laisse tomber». Comment ça, laisse tomber? Oui, donc il laisse tomber le meurtre de sa mère, il laisse tomber d'une certaine façon son père dans sa réalité, il laisse tomber ce monde-là où il est arrivé, on va dire par erreur, se faire, exterminer. La finalité est horrible, c'est vraiment Ouais, une mais après, perte tu vois, si d'espoir on inimaginable. ouais, Ouais, mais après moi je l'argument de dire, l'argument de dire, bah, on laisse ce monde-là, mourir et tout, je le comprends pas trop parce qu'au final, si tu prends Flashpoint, le monde de Thomas Wayne, il s'effondre sur lui-même à la fin. Il est Exact. censé mourir. Tu vois? On le laisse mourir aussi déjà dans Flashpoint en fait et ça a jamais, choqué personne parce que c'est un univers qui devrait pas exister. c'est Tu vois exactement ce ça. que je veux dire? Mais là, Donc Non, non, c'est une réalité en elle-même et c'est juste une autre variation du temps, ce qu'ils expliquent d'ailleurs, c'est juste une courbe oui, oui, parallèle. bah, Donc ce comme la réalité de Thomas Wayne. Oui, mais disons qu'on va dire c'est juste presque un univers de poche puisqu'on le voit bien après dans les comics et il est dans je sais plus, une boule à neige ou un truc comme ça, mais Mmh. là, les gens vraiment vivent, et cetera et mais enfin, le message du film du: «Non, mais c'est bon, laisse tomber», comme un petit peu ce qu'il y a au niveau du tout début, c'est sa mère qui lui dit ça. Voilà, des fois, il y a des problèmes qui ne peuvent pas être résolus. Alors quand c'est de la physique quantique, je veux bien, quand c'est de la physique théorique, je veux bien, quand c'est un problème de maths simple, c'est un peu plus compliqué à Non mais comprendre ça et quand effectivement la scène de toute voilà. façon ce moment-là il est pourri, enfin quand effectivement Ah il est en ouais. train de résoudre un problème de maths, en fait il trouve trop de solutions et du coup sa mère lui dit: «Oh mais tu sais tout problème n'a pas de solution, parfois il faut accepter d'échouer».
mais il est pas en train d'échouer, il est en train de trouver trop de solutions. Donc déjà, ce que tu dis, on sent que tu le dis par rapport au film, mais c'est pas cohérent par rapport à les situations. Et effectivement, après, quand tu dis, il y a un problème fondamental avec le message, c'est que même Batman lui dit, ah, parfois, il faut accepter le deuil, il faut accepter de rien changer. Moi, je rappelle que dans Justice League, Flash sauve le monde parce qu'il remonte le temps. Donc, il y a un moment, ils sont bien contents qu'il puisse remonter le temps, et tout à coup, on lui dit, on ne remonte plus le temps. En plus, pareil, en plus, je signale que, au final, il finit quand même par changer quelque chose dans le temps, puisque c'est lui qui il place les conserves de tomates un peu plus haut pour que son père lève la tête. Donc en fait, on est en train de dire qu'il fallait pas remonter le temps, mais tu as bien fait de remonter le temps, parce que du coup, grâce à ça, tu sauves ton père, mais tu as choisi de ne pas sauver ta mère, et de choisir mais de sauver ton père quand même, parce que il faut pas remonter dans le temps, il faut quand même remonter dans le temps. Enfin, il y a plus de message en fait dans le film. Donc pourquoi essayer de nous faire croire que que le film porte un message de deuil, de fatalisme un petit peu intéressant, mais un peu dur, alors qu'en fait, c'est pas du tout respecté. Enfin, ne faites pas croire que le film a un message alors qu'on s'assied complètement dessus. C'est une insulte à la fois au message, au deuil et au film que vous prétendez raconter. C'est assez grave. Et surtout, si on prend après la fin du film avec le clowné en Batman, il est pas dans sa réalité. Donc ça veut bien dire que son père de sa réalité n'est pas sorti d'affaire et du coup, ce qui pourrait à la rigueur faire un Flash 2, mais j'espère pas que ça arrive, c'est son voyage pour retrouver sa réalité et là, passer par d'autres dimensions, enfin d'autres réalités, voire d'autres choses. D'autres Mais spaghettis. oui, voilà, d'autres spaghettis. Ça, c'est le seul truc que je pourrais envisager. Mais, Non, non, mais on enfin oublie, il y voilà. aura pas de flash, les amis. Et par contre, il nous Non. reste un quart d'heure pour ce podcast. Alors, je vous propose d'enchaîner avec un petit point d'un autre personnage que l'on attendait peut-être plus important dans le film, Supergirl. Siegfried, tu veux dire un mot sur Supergirl? Il y a pas grand-chose à en dire, je suis d'accord. Voilà, Au le problème, c'est final, qu'il y a pas il y a grand-chose une à en dire. apparition très très brève. Mmh. Bah, pas si bref que ça. En fait, elle apparaît quand même plutôt pas mal dans le film. J'ai bien aimé la manière de l'amener parce que si on n'avait pas vu les bandes annonces et qu'on s'était pas trop renseigné sur le marketing autour du film, ça reste, même en s'en renseignant un tout petit peu, ça reste plutôt judicieux cette idée qu'il y a pas qu'elle, mais il y a Kara, il explique plutôt bien. Effectivement, le fait de la retrouver dans une cuve après une scène d'action qui est quand même plutôt réussie, c'était assez chouette. Le problème étant qu'elle n'est pas exploitée. C'est pas le fait de pas la montrer, c'est le fait de pas assez l'approfondir. Là, elle apparaît d'une manière qui fait qu'à mon avis, on s'est tous dit un peu la même chose. C'est on n'est pas contre la revoir parce que l'actrice, elle est tout à fait potable dans ce rôle. Enfin, elle joue les moments de dureté ou de puissance comme il le faut, ça y a aucun souci. Par contre, elle n'a pas de moment où elle puisse jouer des sentiments un peu plus complexes, où, où on puisse développer vraiment son histoire, qui pourrait justifier de la revoir. Donc, on pourrait la revoir si on nous la remontre, mais personne ne va faire de pétition pour la revoir particulièrement parce qu'on lui donne pas la place pour réellement s'imposer en tant que Supergirl. Donc voilà, c'est un statut un peu bâtard qui vient encore une fois du fait que le film, alors qu'il s'appelle The Flash, s'amuse à intégrer au forceps plein de personnages, exactement comme le Batman de Keaton, ne, euh, ne cherche même pas à les exploiter, à donner de la profondeur ou des enjeux, ce qui fait qu'en fait, ça reste des ombres qui sont un peu omniprésentes, mais qui restent des ombres, et bon, bah, évidemment, ça nuit à la fois au personnage et au film. Ouais, tout à fait. Alors, effectivement, je pense qu'il y a peu de chances pour qu'on voit, émerger le hashtag release, Supergirl Cut. Benoît, quel est ton avis sur l'apparition de Supergirl? Bah, un peu comme Siegfried, tu penses que bon, elle a quand même fait son job, dans le rôle qu'on lui a accordé ou tu attendais qu'elle ait plus d'importance dans le récit? Non, pas spécialement plus parce que, je pense qu'il y a une incompréhension, par rapport, puisque on va dire, c'est dérivé du comics Flashpoint et je pense qu'il y a une incompréhension, de savoir qu'elle est retenue par les Russes. Pourquoi? On ne sait pas vraiment. Hem, il y a tout un truc autour de ce personnage où c'est vide de sens. Donc c'est dommage parce qu'elle arrive à faire le taf un minimum. C'est dommage qu'elle ait pas plus de profondeur. J'espère que pourquoi pas lui donner, ils vont faire un film Supergirl, pourquoi pas lui redonner le rôle et lui permettre d'approfondir ça? Ouais, Je j'es je sais pas si ce oui, il y a un film Supergirl, mais à mon avis, voilà, encore une fois, on part sur, toute autre chose, hein. Parce voilà, que j'espère j'ai pas conclu sur ça la partie précédente, mais quand on parlait de clowner la fin du film, effectivement, il y a deux solutions à à cette, scène de fin. Soit, et c'est la plus plausible à mon avis, mais vous me direz, votre avis, c'est soit c'est un gros fuck à cet univers, en gros, on tourne la page, on passe à autre chose, soit, George Clooney est le prochain Batman, de Andy Muschietti. Mais du coup, je pense que la première option est plutôt la bonne.
Oui, oui, et puis, enfin, il fait pas Batman, Clooney. Mais là, non, j'espère qu'elle, cette actrice, elle fera, pourquoi pas poursuivre ce rôle-là, à la limite, parce que Ah, finalement, je elle est pense là qu'on peut et abandonner tout ça, mais une demi-heure plus tard, elle est morte, quoi. Et c'est dommage pour elle, mais ap elle à peine elle récupère, enfin, elle découvre ses pouvoirs, et cetera, que bon, après il y a je pars mais je reviens pour une raison, voilà, et elle meurt de suite. Donc bon, voilà, c'est anecdotique. oui, oui, c'est vrai, elle a un rôle, assez anecdotique. Alors après, elle a quand même un petit rôle important, je trouve, c'est que c'est elle qui amène en fait, le second Barry Allen qui commence à tomber. On sent qu'il commence à avoir une attirance pour elle et que du coup, il veut la sauver et c'est ce qui amène, le fait qu'il va essayer de recréer cette timeline en venant modifier, le parcours de Flash pour le faire revenir dans son univers et cetera. Donc, cette boucle temporelle-là, elle vient aussi de cette attirance du deuxième Barry Allen pour Supergirl. Bah, Ce qui l'a réduit ouais, c'est ce un qui l'a ado réduit qui à un se bon, stade ce qui l'a réduit à un stade de femme objet et ça, c'est un peu dommage effectivement. J'aurais C'est préféré ça. qu'il fasse sentir une alchimie amicale entre les personnages que dire: «Tiens, il fantasme Mmh sur mh. elle et c'est à cause de ça qu'il va changer le monde». Désolé, vous avez un C'est ça. personnage féminin dans votre histoire, le truc qu'il fallait pas faire, c'est en faire un pur prétexte, de fantasme sexuel de Barry qui va pourrir le monde. Enfin non, donnez-lui un rôle et évitez absolument ce truc-là de femme dans le frigo, parce que c'est comme ça que ça s'appelle ce concept de tuer un personnage, d'avoir un personnage féminin, de le tuer uniquement comme motivation pour les personnages masculins et c'est ce qu'ils finissent par faire. Waouh, quand on est en 2023. Voilà, c'est très, effectivement très avant-gardiste comme, proposition. Bruno, ton avis sur Supergirl, rapidement, parce qu'on approche de la fin de ce podcast. Je suis assez d'accord, elle sert pas à grand chose. Elle est là, je pense, pour, essentiellement donner un peu de hype, dans la bande annonce et pour essayer de dire: «Vous avez vu, on a adapté un peu Flashpoint parce que dans Flashpoint, il y a Kal-El, mais il est tout maigrichon, et il a pas conscience de ses pouvoirs. Donc là, on a un petit peu adapté, mais voilà» et on peut pas parler de Supergirl sans parler de Zod, heu Mmh mh. et le fait que finalement la grande menace sur la Terre, c'est pas la guerre entre les Atlantes et les Amazones comme dans Flashpoint, mais c'est Zod. C'est pourquoi pas? Je veux dire pourquoi pas, mais c'est pas Oui, exploité, l'idée est pas inintéressante après, pas exploité. En fait, c'est le problème de ce film aussi, c'est qu'il a quelques bonnes idées, mais il est blindé de maladresse, voire de je m'en foutisme. Et puisqu'on parle de Kara et de Supergirl, on peut parler aussi, du ou des Superman que l'on voit apparaître. Heu, Ça a été c'est ces idées d'univers qui se télescopent, ça peut être intéressant si c'est bien fait. Je veux dire, Cameron, oui, quand il alors tourne Avatar, parlons-en justement. Je vous propose Mmh. qu'on enchaîne sur la partie, effets spéciaux. Ça va être la dernière grosse partie de ce podcast. Effectivement, on a quelques minutes pour en parler. Je pense qu'il y a plein de choses à dire et ça vient, percuter, justement ce que tu disais Bruno. beh, Cameron, quand il veut faire Avatar ou Avatar 2, il met des années à tourner le film parce qu'il veut faire passer un message et la technologie porte son message et elle est parfaite. Là, si tu maîtrises pas la technologie, mais que tu veux faire passer le message, tu te débrouilles sans la technologie. Pour revenir à l'image qui a failli me faire plaisir, mais qui m'a cramé les yeux de revoir Christopher Reeve en version numérique avec Ellen Saiter, dont je suis pas un grand fan. Mais enfin, Ouais. Christopher Reeve, j'ai Ouais. grandi avec lui. Euh, Ça aurait été cohérent, et s'ils avaient voulu faire un hommage, un vrai hommage à l'ensemble des réalités dont il parle, que ce soit Christopher Reeve ou des réalités qui ont pas été tournées comme celle de Nicolas Cage, eh ben, mettez un extrait du film. Je veux Oui. dire, ça aurait pas été idiot de mettre la scène où Christopher Reeve hurle parce que Lois Lane meurt dans ses bras et qu'il lui aussi, il est obligé de remonter le temps. Ça aurait eu la classe. Mais une version numérique à chier d'un Christopher Reeve Non, sorti mais d'un jeu, même les jeux vidéo sont mieux faits, quoi. Enfin, c'est je ça. sais pas comment ils ont fait. Quel est le stagiaire qui a travaillé sur ces effets spéciaux, mais Surtout c'est pas possible. surtout ce qui est un peu paradoxal, c'est que comme tu dis Bruno, on voit Adam West, mais en fait, Adam West, c'est juste une chronoball qui passe très rapidement et on le devine genre 5 secondes, alors que Christopher Reeve, avec l'Installator, on les voit une quinzaine de secondes, puis on passe à autre chose, puis on les revoit. Déjà, pourquoi montrer autant ces personnages-là qui sont juste, figés comme des piquets en train de regarder à travers le chronoball et mal faits?
et sans rien faire, alors qu'il ne représente absolument rien pour les personnages puisque personne ne connaît ces Superman-là, donc ça n'a absolument aucun sens. C'est mal fait, donc il fallait absolument éviter de les montrer et en plus c'est mal fait parce que ça prend un temps fou, exactement comme la scène avec Nicolas Cage. D'accord, c'est drôle, c'est une espèce de fantasme, parce qu'il fallait vraiment montrer une scène de 3 minutes où il se bat contre une araignée. Parce qu'il y a un moment où le caméo blague devient une espèce de sous-scène du film qui en fait ne sert à rien. Enfin, il faut se et insister autant sur Christopher Reeve, Len Slater et Nicolas Cage, alors qu'on n'a aucun caméo de Kilmer, on n'a aucun caméo de Bale, de Brandon Routh, même pas de Henry Cavill. Qu'est-ce que ça coûtait de montrer deux, trois images des films dans lesquels ces personnages apparaissent pour dire, bah, regardez, vous voyez George de Reeves, Adam West rapidement, bah, évidemment qu'on va vous montrer une réalité où on voit Cavill, une réalité où on voit Christian Bale, enfin, une réalité où on voit Pattinson. Si l'intérêt c'était justement de faire un message sur la force de DC, c'est d'avoir tous ces univers qui sont pas connectés et où n'importe qui peut être Batman, n'importe qui peut être Superman. Et du coup, ne nous crachez pas dessus à l'avance parce je vous assure, on va vous faire un nouveau casting complètement inattendu sur Batman et Superman et vous allez l'aimer parce que regardez tous les Batman et tous les Superman tous les acteurs qu'on a fait jouer dans le passé ces personnages-là et à quel point vous avez fini par les aimer. Si le but c'était de faire passer ce très beau message-là avec un bel hommage à tout ce casting qui s'achève, enfin, ça aurait pu faire une superbe scène crépusculaire et en fait, ça ne marche pas du tout parce que voilà, comme dit, il passe beaucoup de temps sur certains et pas du tout sur d'autres. Et il y a des lacunes qui sont juste incompréhensibles, d'autant plus incompréhensibles qu'apparemment, il y a des scènes qui avaient été soit tournées, soit envisagées avec Grant Gustin, par exemple. C'est incompréhensible d'avoir des réalités parallèles et de ne pas montrer Grant Gustin, surtout que je rappelle qu'Ezra Miller était apparu dans la série The Exact. Oui, Flash. Donc pourquoi ne pas Oui, mais faire oui, bien l'inverse? sûr. Alors même qu'on voit des chronoballs avec les réalités parallèles, bah, c'était le moment parfait pour rappeler que oui, il y a aussi Grant Gustin dans ces réalités parallèles. Quitte à ne pas en faire l'espèce de néga flash, mais on aurait pu au moins faire ça. Enfin, pourquoi faire ce choix hyper pas du tout pertinent de montrer Ah oui, Adam West et George non, Reeves, mais ne pas montrer Grant Gustin et Cavill. Enfin, ça n'a absolument, c'est juste absurde et ça s'ajoute au fait que ça soit hyper mal fait, beaucoup trop long et pas du tout bien accompagné musicalement, dans une scène qu'en plus on ne comprend pas. Enfin, toutes ces chronoballs, dramatiquement, ça n'apporte vraiment rien. Ils les auraient pas mises, la scène aurait été exactement la même. Donc ça en fait juste une espèce de succession de caméos mal faits, absurde en termes de rythme, absurde en termes de choix, qui ajoute au côté cringe de la fin du film et vraiment cringe. Utiliser les images Vous avez d'acteurs morts remarqué qu'ils ont pour ne rien ouais. raconter, c'est waouh. Enfin, non, c'est lamentable, hein, vraiment. Ouais, ouais, et vous avez remarqué que chaque, boule d'univers a une couleur qui correspond un peu à un âge du comics? C'est-à-dire qu'ils ont mis, certains, Batman et Superman dans, l'âge de bronze et la boule, elle est de couleur bronze. La boule d'argent avec les personnages qu'ils ont classés dans, zone, l'âge d'argent quoi, dans une boule d'argent et cetera. Ils ont fait ça, les 3 âges des comics en fait, sont représentés dans les boules, bref. Mais n'empêche en rien le fait que ça soit très moche. Hem et justement au niveau effets spéciaux, alors ça, c'est vraiment le summum, hein, parce que là, cette scène-là, elle est quand même horrible au niveau visuel. Mais je trouve que même globalement, le film est moche, en fait, au ah niveau oui, des effets spéciaux, on en a parlé rapidement, mais effectivement, le Batman de Ben Affleck, c'est laid. Enfin, je veux dire, on dirait un jeu vidéo par moment, quoi. Je veux dire, c'est moche. Même le Batman de Keaton, sur certaines scènes d'action, c'est moyen, quoi. mais Ne parlons pas des Flash ou même de Supergirl sur certaines scènes d'action, quoi. oui, non, mais Benoît, le vas-y, film je te le le film est moche en termes d'effets spéciaux, voilà, on l'a parlé de la on parle scène quand des même d'un bébés, film avec un budget à plus de 3 on parle quand même mmh, d'un film avec un budget plus de 300 millions d'euros, quoi, hein, c'est mais pas c'est ça qui 200 est millions pour la horrible. prod apparemment, oui. C'est ça qui est horrible parce que je pense que et il y a certains qui l'ont montré déjà quand il y a eu, Justice League de Whedon. Il y a des mecs qui font des deepfakes qui sont 100 fois mieux que ça et on prend par exemple, on en a parlé vite fait, du, Superman de Nicolas Cage. Apparemment, il a tourné une scène en costume de Superman. Mmh. Pourquoi pas prendre, Nicolas Cage, quoi? Pourquoi faire un CGI dégueulasse de ça? Dans la chronoball où, lorsque enfin, où on voit les scènes et cetera et tout, pourquoi faire des CGI de personnes que tu as sur le plateau? C'était pas compliqué quand même de les filmer et de les incorporer là-dessus. Je ne comprends pas le ça apparemment c'est un parti pris, mais, lorsque le non, parti non, bah, pris non, non, mais ouais. c'est ce qu'a dit le réalisateur. Le parti Ouais, ouais, non, pris mais de on va dire c'est la de la justification la plus éclatée au sol que j'ai jamais entendue. De dire que c'est la perspective de Flash parce que dans la chronoball et tout. Non, mais arrêtez. non, 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 voilà, ça fonctionne absolument pas, c'est laid au possible et voilà, tout le monde a dit, c'est de la cinématique de PS2 quoi, enfin c'est horrible.
Ouais, c'est vrai que c'est moche. Vous voulez rajouter quelque chose justement sur ces, CGI ou on les a assez fracassés comme ça? On conclut sur la scène de post-générique? Ou on s'est fait assez mal? Alors la scène post-géné alors, bah, écoute, on peut en parler rapidement, c'est juste moi je pense qu'elle est juste là pour dire: «Hey, à la fin de l'année, il y a Aquaman qui apparaît. Il y a Aquaman 2». Ouais, mais ça vous Ouais, donne envie? super. Sans déconner? Que comment rappeler Bah, qu'il y a Mais qui Aquaman n'a 2 qui a aucun sens avec le reste du film, hein. oui, voilà, non seulement c'est le cas sur le reste du film, mais en plus, cracher sur Aquaman, enfin, parce que vraiment, c'est juste une vision hyper insultante du personnage. Ça n'a absolument rien à voir avec les enjeux des films Aquaman, ça a même pas grand chose à voir avec le personnage d'Aquaman lui-même. C'est juste une manière d'insulter Aquaman. Coucou, Aquaman, c'est le seul film sur lequel vous comptez là, parce que je vous rappelle que le seul film qui a été un vrai succès de toute la première phase, ça a été Aquaman. Donc là, Aquaman 2, c'est le seul film dont vous espérez qu'il vous rapporte entre 800 millions et 1 milliard. Donc, faire une scène post-générique déjà, alors que vous avez clos sur George Clooney de façon aussi bizarre, c'était un peu étrange. Mais en faire en plus une scène comique qui n'a rien à voir avec le film. Parce qu'on se demande bien, qu'est-ce que Flash est allé faire après avoir vu George Clooney pour qu'il se retrouve à boire un verre avec Aquaman et pourquoi c'est fini? Il y a même pas de blague en fait, à part que Aquaman il est grotesque et ridicule et c'est une beuverie. Et c'est ça qui est supposé nous redonner confiance et envie d'aller voir la suite. Alors qu'on finit juste sur la pire touche possible. Déjà que le film, on peut garder une impression douce amère, surtout après, comme on a dit, la dent qui tombe et qui est le dernier plan de The Flash. Enfin, c'était vraiment terrible. Et puis le générique qui nous montre juste la chute du chien. Bon, ce n'est pas non plus l'évocation qu'on voulait garder du film, mais en plus finir là-dessus, c'est vraiment que nous convaincre de mettre un 0% sur Rotten Tomatoes. Enfin, c'est vraiment, c'est consternant. C'est consternant, Camille. Je sais pas qui a eu cette idée-là, mais c'est nul. C'est pas drôle et c'est juste déplacé. Je comprends pas. C'est-à-dire que finir un film sur un mec qui est prêt à chambouler l'univers entier parce qu'il essaye de sauver sa mère et finir sur un chien qui tombe indéfiniment avec la langue qui pend, je sais pas moi, les mecs, il faut virer chez Warner, quoi. Et Alors ju- alors et justement, 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 effectivement, on peut aussi voir l'analogie avec le début de notre podcast où, effectivement, beh, le problème d'Aquaman, c'est qu'il y avait trop de pression. C'est Oh, ça. joli. Heu, mais bon, tu est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour ce podcast, et de ce retour de The Flash ou est-ce qu'on a fait, globalement le tour? bah, je pense qu'il y a une il y a Puisque une il y a une dernière on va grande question bientôt à poser. conclure. C'est, comme vous le savez, après la sortie de The Flash, Andy Muschietti a été annoncé à la réalisation de Batman Brave and the Mmh Bold, mh. donc le premier Mmh. film Batman du DCU. Donc est-ce que ça vous donne envie après avoir vu The Flash? Non, ça fait peur. Sachant que voilà, Eh, Écoute, du coup, il faut laisser de côté les problèmes inhérents au development hell de The Flash, puisque là, et le c'est but, c'est ça. de faire un film qui sera complètement assumé sous la direction de Gunn et Safran, donc il y aura pas de problème de production. Donc est-ce que ça vous donne envie, en essayant de mettre ça de côté, de voir un film avec ce réalisateur-là qui fait vraiment ce qu'il veut et qui est libre créativement sur Batman? après, on a déjà vu des réalisateurs, je veux dire pour, Joker ou machin, faire des trucs, où on pensait pas du tout qu'ils soient capables de faire ça. Donc oui, pourquoi pas? J'ai envie de dire, on a bien vu que dans le film, il est beaucoup plus intéressé par Batman que par autre chose. Mais, donc pourquoi pas? Il a sa chance. Mais voilà, il faut Oui, qu'il ait oui, les mais moyens. fournissez-lui un vrai graphiste, en fait. Voilà, il faut qu'il ait les moyens. À un moment donné, je veux dire, un réalisateur qui n'a pas les moyens, bah, on voit ce que ça donne. C'est tout. Bruno, tu es partant pour un Batman, version Muschietti? Bah, s'il y a un scénario, si, il y a, des effets spéciaux, qui sont assumés, moi je laisse toujours le bénéfice du doute. Comme j'ai dit, il y avait quand même de belles choses dans The Flash. C'est le film dans sa globalité qui est pas assumé, qui est fait de briques et de broc, qui est monté en dépit du bon sens, qui est il y a pas de excusez-moi d'être amer comme ça, mais il y a pas de continuité. Heu, on sent le film qui a été, fait par morceaux, refait par morceaux, défait, Bien sûr. donc au final, c'est une espèce de puzzle, de kaléidoscope mal assumé. Mais il y a eu quand même de jolis moments. Alors si sur la base de ce qu'il sait faire sur ces beaux moments, il est capable de nous faire un Batman, correct, je n'attends pas, un nouveau Nolan, mais s'il est capable de nous faire un Batman correct, pourquoi pas? Laissons-lui le bénéfice du Et doute. toi,
Et toi, Siegfried, du coup, t'es chaud ou pas? Non, pour moi, c'est une mauvaise idée. Évidemment, comme l'ont très bien dit, Bruno et Benoît, on ne sait pas. Même un mauvais réalisateur ou un réalisateur qui a connu des échecs est capable de faire un grand film, donc peut-être qu'il pourra faire un grand film, ça personne ne peut prévoir l'avenir. Mais, Bien sûr. quand on voit The Flash, on voit un film de faiseur. Moi, il y a aucun moment, en regardant The Flash, où je me suis dit: «Tiens, c'est un réalisateur qui a du talent». Et ça, c'est plutôt compliqué. Et quand on regarde les films précédents de Muschietti, bon, il avait fait Mama, qui était plutôt sympathique sans être un chef-d'œuvre. Il avait fait la première partie de ça, qui était plutôt correcte, la deuxième partie de ça, qui était extrêmement poussive, alors que c'était un film sur lequel il était quand même relativement libre. Donc je me dis, vu toute sa filmographie, c'est un réalisateur qui pour l'instant n'a pas de patte. C'est pas du tout un grand auteur. Donc j'aurais préféré que pour un premier film Batman d'un nouvel univers, on ait cherché quelqu'un qui a une vraie personnalité, vraiment des choses à raconter et qui ait déjà une patte artistique. Et là, ça s'annonce quand même plutôt mal. Donc c'est déjà plutôt un mauvais signe. Et en plus, je pense qu'on se finira jamais assez, l'idiotie de crétins profonds des marketeurs de la Warner qui décident d'annoncer ça. Ils sortent The Oui. Flash qui se fait Le incendier. timing est assez surprenant, Voilà, ouais. Gunn et Safran se font déjà incendier alors qu'ils n'ont encore rien fait. The Flash se fait incendier et ils se disent que la meilleure manière de regagner la confiance des fans, c'est de leur dire: «Ah, vous savez quoi? Le premier film Batman chapeauté par, Safran et Gunn, ça sera le même réalisateur que The Flash. Donc vous aviez détesté ça, donc vous allez déjà détester la suite». Déjà que The Flash est en partie coulé par le fait qu'on a dit aux gens: «Ce film n'aura aucun impact parce que de toute façon on va tout rebooter, donc forcément ça donne pas envie d'aller le voir». Mais si en plus on leur dit: «Vous savez quoi? Le nouvel univers, il va commencer exactement dans la continuité du précédent par un réalisateur qui a déjà fait un des plus gros échecs de l'univers partagé précédent, faites-nous confiance». Bah non, je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on fait confiance. Mais à quel moment on annonce une chose pareille? Qu'il le fasse avec Muschietti ou pas, c'est même pas le problème. Mais l'annoncer à ce moment-là, c'est juste une débilité profonde. Je ne comprends pas ce qui leur se passe par la tête. Mais je pense que personne au monde ne peut se dire que c'était une bonne idée. Personne. De toute façon, Warner est pas bon en communication, en règle Oui, mais générale. même là, on peut être au très moment de communication et quand même comprendre que le pire moment où annoncer ça, c'est ce moment-là, avec toute la toxicité qui se déverse déjà, de façon quand même globalement injuste. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus sur Gunn et Safran. Là, faire cette annonce-là, ça ils sont en train de tuer leur nouvel univers partagé avant même qu'il commence, quoi. Et là, cette fois, en donnant c'est le pire, en donnant des arguments à ceux qui leur crachent dessus. C'est Et ça. c'est triste, c'est vraiment triste. Même nous, je pense que ça nous refroidit un tout petit peu, alors qu'on aurait préféré du mystère ou qu'on nous annonce quelqu'un qu'on ne connaît pas ou un réalisateur un peu connu, enfin n'importe quoi, plutôt que de nous dire: «Vous savez quoi? The Flash, vous l'avez quand même trouvé très moyen, bah, on va faire revenir Muschietti. Peut-être qu'il fera bien, peut-être qu'il fera pas bien, mais pour l'instant, il y a personne à qui ça donne confiance pour aller voir la suite». Je pense que Nico, pour conclure, Et la tout à fait vidéo, et ouais, tu ouais. peux mettre la marche funèbre, tu vois? Déjà pour qu'on dise, Alors c'est finalement marrant, non, vraiment. c'est marrant parce que j'avais préparé le coup. J'avais préparé le coup, je voulais, justement vous proposer, et bien de donner un dernier hommage au DCU et notamment au Snyderverse, un univers cinématographique qui, malheureusement, a pris fin. Heu, Ces mots, je voulais déjà vous remercier, messieurs, pour ce podcast. Merci Siegfried, merci Benoît, merci, Bruno, pour, votre participation à ce podcast ce soir. Merci également à tous ceux qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'au bout, parler de The Flash, mais aussi de Batman. Et puis, n'hésitez pas à laisser vos messages, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux ou sur batmanlegend.com. Sur ces mots graves, bien entendu, on pensera très fort à Ben Affleck, au Batfleck, ainsi qu'à tous les Batman de multiverse qui ont pris fin face à l'apparition de George Clooney à la fin de ce The Flash. Merci les amis, merci à tous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao! Waouh! Bientôt!